Tu n'as plus le choix, maman. L'appartement est hypothéqué jusqu'au plafond. Alors soit tu signes ce papier maintenant, soit tu finis à la rue, avant la fin de la semaine. » C'est par cette phrase prononcée avec une froideur chirurgicale que ma fille unique a brisé le peu de cœur qu'il me restait juste après l'enterrement de son père. Elle se tenait debout au milieu du salon, ses talons aiguilles enfoncés dans le vieux tapis persan, me regardant, non pas comme sa mère, mais comme un dossier encombrant qu'il fallait clore au plus vite. Isabelle, ma fille, pensait que j'étais devenue une vieille femme fragile, une veuve éplorée, prête à accepter n'importe quelle humiliation pour conserver un toit au-dessus de sa tête. Elle pensait que le deuil m'avait rendue aveugle et docile. Mais elle avait oublié une chose essentielle. Elle avait oublié que bien avant d'être l'épouse effacée d'Henri, ou la mère dévouée qu'elle connaissait, j'avais été une toute autre femme. Elle ne se doutait pas non plus que quelques heures plus tard, mes doigts allaient se frôler un petit morceau de papier froissé, oublié au fond d'une poche de costume, un simple ticket de caisse imprimé à une date impossible qui allait devenir la première pierre de ma nouvelle vie. Isabelle pensait avoir gagné la partie avant même d'avoir lancé les dés. Elle se trompait lourdement. La journée avait commencé sous une pluie fine, de celle qui vous glace les os, sans jamais vraiment vous mouiller, une pluie typiquement parisienne qui semblait pleurer à ma place. Au cimetière devant le caveau familial en marbre gris, je n'avais pas versé une seule larme. Je me sentais vide, comme une coque de noix flottant sur une eau trouble. Les gens défilaient devant moi, des collègues de mon mari Henri, des voisins, des cousins éloignés, que je ne voyais qu'au mariage et aux enterrements. Ils me serrèrent la main avec cette compassion polie et distante, murmurant des banalités sur le repos éternel et le courage nécessaire. Je hochais la tête mécaniquement, mon regard perdu sur les fleurs. Il y avait trop de chrysanthèmes. Henri détestait les chrysanthèmes. Il trouvait que cela faisait pauvre. C'était une pensée absurde à avoir devant un cercueil, mais c'était la seule qui me venait. À côté de moi, ma fille Isabelle jouait parfaitement son rôle. Elle sanglotait dans un mouchoir en dentelle, ses épaules tremblant, sous son manteau noir de marque. C'était une belle performance. Pourtant, je la connaissais trop bien. Entre deux reniflements bruyants, je voyais ses yeux secs scanner l'assemblée, évaluant qui était venu, qui avait envoyé des fleurs, et surtout, jetant des coups d'œil furtifs, mais réguliers à sa montre en or au poignet. Elle était pressée. Le chagrin n'a pas d'horaire, mais les affaires d'Isabelle, elles en avaient un. Le trajet de retour vers l'appartement du 16e arrondissement se fit dans un silence lourd. La voiture noire glissait sur les pavés luisants. Isabelle tapotait frénétiquement sur l'écran de son téléphone, répondant sans doute à des courriels urgents. Elle était, agent immobilier, une requin dans un monde de fauves, et elle ne s'arrêtait jamais. Moi, je regardais défiler les vitrines des magasins, me demandant ce que j'allais devenir. Henri gérait tout. L'argent, les factures, les comptes en banque. Je n'avais jamais signé un chèque de ma vie sans qu'il ne vérifie le montant par-dessus mon épaule. Sans lui, j'étais une étrangère dans ma propre existence. Lorsque nous sommes arrivés dans le grand salon aux boiseries sombres, l'atmosphère était étouffante. L'odeur de la cire d'abeille et du vieux tabac froid d'Henri imprégnait les rideaux. Je me suis laissée tomber dans le fauteuil Voltaire, près de la fenêtre épuisée. Je voulais juste un thé chaud et du silence. Mais Isabelle n'a pas enlevé son manteau. Elle est restée debout à poser son sac de luxe sur la table basse en verre, écartant sans ménagement un vase en cristal et à croiser les bras. « Il faut qu'on parle, maman », dit-elle d'une voix qui ne tolérait aucune contradiction. « Pas maintenant, Isabelle, s'il te plaît », ai-je murmuré en fermant les yeux.
Je suis fatiguée. On n'a pas le temps d'être fatigué. La situation est catastrophique. J'ai rouvert les yeux. Le masque de la fille éplorée était tombé. En face de moi, il n'y avait plus que la femme d'affaires, implacable. Elle a sorti une chemise cartonnée de son sac et l'a jetée devant moi. Papa a laissé des dettes. Beaucoup de dettes. Je l'ai regardé incrédule. Henri endetté. C'était un homme d'ordre, un notaire respecté, toujours tiré à 4 épingles, qui me reprochait l'achat d'une simple baguette de pain si elle était trop cuite. « C'est impossible », ai-je soufflé. « C'est la réalité. L'appartement est gagé. Il y a des impôts impayés depuis 5 ans. Les huissiers ne vont pas tarder à frapper à la porte. » Elle a fait une pause, laissant l'information s'infiltrer en moi, comme un poison lent. Puis elle a repris plus doucement avec ce ton infantilisant qu'on utilise pour parler au simple d'esprit. « Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. J'ai trouvé un acheteur pour l'appartement. Il paie comptant ce qui couvrira une partie des dettes. Et pour toi, j'ai trouvé une place formidable. » Mon sang s'est glacé. Une place à la résidence Le Crépuscule Doré. C'est à 2 heures de Paris, en pleine campagne. L'air y est pur, ils ont des activités, de la peinture sur soie, du bingo. Tu y seras très bien. C'est tout ce qu'on peut se permettre avec ce qu'il reste. Le Crépuscule Doré. Le nom sonnait comme une salle d'attente pour la mort. Je connaissais ce genre d'endroit. Des mouroirs qui sentent l'eau de Javel et la soupe aux choux où l'on gare les vieux pour qu'ils ne dérangent pas les vivants. Je ne veux pas aller en maison de retraite, Isabelle. C'est ma maison ici. J'ai vécu 40 ans ici. Ce n'est plus ta maison, maman, éclata-t-elle, perdant patience. C'est la propriété de la banque. J'essaie de te sauver la mise, bon sang. Elle s'est dirigée vers le couloir qui menait aux chambres. Viens voir. Je me suis levée difficilement, mes jambes, tremblant sous le poids de la fatigue et du choc. J'ai suivi ma fille jusqu'à ma propre chambre. En entrant, j'ai poussé un petit cri étouffé. Des cartons. Des dizaines de cartons empilés contre le mur. Mon armoire était ouverte vide. Ma coiffeuse où je rangeais mes flacons de parfum et mes peignes en écailles étaient nus. Tu as fait mes cartons, ai-je balbutié, la gorge serrée. Je suis venue hier pendant que tu étais au funérarium. Il fallait gagner du temps. Le camion de déménagement passe demain matin à 8 heures. C'était donc prémédité. Avant même que la terre ne recouvre le cercueil de son père, elle avait déjà effacé ma présence. Elle avait trié ma vie, décidé de ce qui devait être gardé et de ce qui devait être jeté. J'ai vu un sac poubelle noir dans un coin gonflé de tissu. J'ai reconnu le motif d'une de mes robes préférées dépasser du plastique. « Tu n'avais pas le droit, ai-je dit, ma voix tremblant de colère contenue. « J'ai tous les droits, c'est moi qui gère cette débâcle !» cria-t-elle en se retournant brusquement. « Papa a tout flambé, maman. Tout, il ne reste rien. Alors tu signes cette procuration de vente maintenant. Et tu me remercies de t'avoir trouvé un lit propre où dormir. » Elle m'a tendu un stylo et un document rempli de jargon juridique. Mes mains tremblaient tellement que je n'aurais pas pu tenir le stylo même si je l'avais voulu. Je l'ai regardé, cette femme de 35 ans, au visage dur, et j'ai cherché la petite fille qui venait se blottir dans mes bras quand il y avait de l'orage. Elle n'était plus là. « Laisse-moi, ai-je dit doucement. »« Quoi ? Laisse-moi réfléchir. Je ne signerai rien ce soir. Laisse-moi passer une dernière nuit chez moi. » Isabelle a soupiré un soupir long et exaspéré, en levant les yeux au ciel. Elle a rangé le stylo dans son sac à main de luxe. « Très bien. Une nuit. Mais demain à 8 heures, le notaire vient avec l'acheteur. Si tu fais la moindre scène, je te jure que je te laisse te débrouiller seule avec le fisc. » Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de marteau. « Il y a de la soupe au frigo. Ne touche à rien d'autre. » « Bonne nuit, maman. » La porte a claqué.
Le silence est retombé plus lourd qu'avant. J'étais seule dans un appartement qui ne m'appartenait plus, entouré de cartons qui contenaient toutes les miettes de ma vie. Je n'ai pas mangé la soupe. J'ai erré comme une âme en peine, caressant les meubles, les livres. Puis je suis entrée dans la chambre. Les cartons m'oppressaient. J'avais besoin de retrouver quelque chose à moi, quelque chose qu'Isabelle n'avait pas touché. Je me suis agenouillée difficilement près du lit. Isabelle avait vidé les armoires, mais elle n'avait pas regardé sous le lit. C'était trop sale, trop bas pour elle. J'ai tendu le bras et j'ai tiré une vieille valise en cuir éraflée. À l'intérieur, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait une boîte en bois tachée de couleurs. Mon passé. J'ai ouvert la boîte. L'odeur de térébenthine m'a sauté au visage, vive, piquante, merveilleuse. Mes vieux pinceaux, mes tubes de peinture à l'huile desséchée, mes couteaux à palette. J'avais arrêté de peindre quand je m'étais mariée. Henri disait que l'odeur de la peinture lui donnait la migraine et que c'était un passe-temps salissant. J'avais obéi. J'avais toujours obéi. J'ai pris un pinceau en martre, le faisant rouler entre mes doigts. Le bois était doux, familier. C'était comme retrouver la main d'un vieil ami. Puis mon regard s'est posé sur la chaise où Isabelle avait jeté pêle-mêle quelques vêtements d'Henri qu'elle comptait donner à une association. Une veste de costume en tweed gris. Henri la portait souvent ces derniers temps. Je me suis levée et j'ai pris la veste. Je l'ai portée à mon visage. Elle sentait son eau de Cologne, mais aussi quelque chose d'autre. Un parfum de femme léger, sucré, que je ne connaissais pas. Par réflexe, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure. Henri était paranoïaque, il gardait toujours ses reçus de carte bancaire. Mes doigts ont rencontré un petit morceau de papier thermique. Je l'ai sorti. C'était un ticket de caisse daté d'il y a 3 semaines. Henri était censé être en voyage d'affaires à Lyon. Le reçu venait d'une bijouterie de luxe, une grande maison de la place Vendôme. J'ai plissé les yeux pour lire sous la lumière faiblarde de la lampe de chevet. Article bracelet or blanc et diamant. Collection princesse, taille enfant. Le montant était exorbitant. 3 000 €. Mon cœur a raté un battement. Un bracelet pour enfant. Notre petit-fils, le fils d'Isabelle, avait 20 ans. Il ne portait pas de bracelet de princesse. Et nous n'avions pas d'autres petits-enfants. Pour qui Henri avait-il acheté ce bijou? Et avec quel argent si nous étions ruinés? Une colère froide inconnue a commencé à monter en moi. Ce n'était pas la tristesse du deuil. C'était la morsure de la trahison. Henri ne s'était pas contenté de dilapider notre fortune. Il avait eu une vie secrète. Et Isabelle, savait-elle? Je me suis rassise sur le lit, le ticket serré dans mon poing. Je regardais les cartons, la boîte de peinture et le vide autour de moi. Le crépuscule doré. C'était là qu'il voulait m'envoyer pour que je me taise, pour que je disparaisse poliment en attendant la fin. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'armoire ouverte. J'ai vu une vieille dame aux cheveux gris, voûtée par les années de soumission. Et puis j'ai vu mes yeux. Ils brillaient, pas de larmes, mais d'une lueur que je n'avais pas vue depuis 40 ans. La lueur de celle qui voulait peindre le monde, pas le nettoyer. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à préparer ma propre sortie. J'ai pris ma petite valise à roulettes. Je n'y ai pas mis les vêtements tristes de veuve qu'Isabelle m'avait laissés. J'ai fouillé dans le sac poubelle qu'elle avait préparé pour jeter. J'ai récupéré mon manteau rouge, celui qu'Henri trouvait trop voyant. J'ai pris mes foulards de soie. Et surtout, j'ai vidé le contenu de la boîte en bois, calant mes pinceaux et mes couleurs entre mes chemises de nuit. J'ai pris le peu d'argent liquide que je gardais dans une boîte à biscuits au fond de la cuisine. Quelques centaines d'euros. C'était dérisoire, mais c'était à moi.
À 7 heures du matin, Paris s'éveillait à peine. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris pâle. J'ai écrit un mot sur une feuille de papier à en-tête que j'ai posé bien en évidence sur la table de la cuisine, à côté du bol de soupe froid. Je ne vais pas à l'hospice. Je ne signe rien. Ne me cherchez pas. Maman. J'ai posé les clés de l'appartement sur le papier. Le cliquetis du métal sur le bois a résonné comme le gong d'un départ. J'ai saisi la poignée de ma valise, j'ai mis mon sac à main en bandoulière et j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Quand les portes se sont refermées, j'ai senti une peur immense me tordre l'estomac, mais elle était mêlée à une sensation vertigineuse, presque ivre la liberté. Je sortais dans la rue, une femme de 65 ans, sans toit, sans mari, presque sans argent, mais avec une preuve de trahison dans sa poche et des pinceaux dans sa valise. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose, je n'étais plus la victime de personne. La première nuit de ma nouvelle vie, je l'ai passée dans une chambre d'hôtel, qui sentait le tabac froid et la poussière juste en face de la gare de Lyon. Les murs étaient couverts d'un papier peint jaune, qui se décollait au coin, et les draps étaient rêches bien loin du coton égyptien de mon ancien lit conjugal. J'ai posé ma valise sur le sol en lino usé. Je me suis assise sur le bord du matelas et j'ai compté mon argent. 340 € et 50 centimes. C'était tout ce qui me séparait de la rue. J'ai étalé les billets sur le couvre-lit synthétique. 340 € pour 65 ans d'existence. C'était le prix de ma liberté, ou peut-être celui de ma folie. Dehors, les sirènes de police hurlaient, me rappelant que Paris n'était pas tendre avec les femmes seules, encore moins, quand elles avaient des cheveux blancs et plus de domicile fixe. Le lendemain matin, j'ai bu un café noir au comptoir d'un bar tabac debout pour payer moins cher. J'ai acheté le journal local, non pas pour les nouvelles, mais pour les petites annonces. Je devais trouver du travail, immédiatement. J'avais une licence d'histoire de l'art, obtenue 40 ans plus tôt, et une expérience inégalée dans l'organisation de dîners mondains pour notaires ennuyeux. Autrement dit, je ne savais rien faire qui intéressait le monde moderne. J'ai marché toute la matinée. Je suis entrée dans une boulangerie qui cherchait une vendeuse. La patronne m'a dévisagé de la tête aux pieds. « C'est pour votre petite fille », demanda-t-elle en essuyant le comptoir. « C'est pour moi », répondis-je, en redressant le dos. Je suis travailleuse et ponctuelle. Elle a ri un rire bref et gêné. « On cherche quelqu'un de dynamique, madame, pour porter les sacs de farine. » Vous comprenez, je comprenais très bien. J'étais périmée. J'ai essuyé 3 autres refus avant midi. Trop âgée pour garder des enfants, pas assez qualifiés pour le secrétariat informatique, trop lente pour le service en salle. À chaque oui, non, je sentais un peu plus le sol se dérober sous mes pieds. La faim commençait à me tordre l'estomac, mais je ne voulais pas dépenser un centime pour déjeuner. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Isabelle. J'ai hésité, puis j'ai laissé la messagerie prendre le relais. Je me suis assise sur un banc public pour écouter son message. Sa voix a jailli, stridente, agressive. Il n'y avait pas une once d'inquiétude. Pas de « maman, où es-tu » ? Pas de « maman, est-ce que tu vas bien ?» « Tu es complètement irresponsable !» cria-t-elle à travers le haut-parleur. « Le notaire est furieux. Tu me fais passer pour une idiote devant tout le monde. Si tu crois que ta petite fugue va effacer les dettes de papa, tu rêves. Reviens tout de suite signer ces papiers. J'ai les huissiers sur le dos par ta faute. » J'ai raccroché. Elle ne parlait pas de moi. Elle parlait de sa réputation, de son argent, de ses problèmes. J'ai appris bien plus tard ce qu'elle faisait à cet instant précis, pendant que je grelottais sur ce banc. Elle était dans son bureau vitré.
le téléphone collé à l'oreille, en conversation avec un créancier menaçant. Elle lui jurait avec un aplomb terrifiant qu'elle obtiendrait ma signature sous 7 jours, quitte à me faire déclarer sénile par un médecin complaisant pour prendre la tutelle. Elle vendait ma liberté pour acheter son sursis. Mais je ne le savais pas encore. Pour échapper au froid, je me suis réfugiée dans la bibliothèque municipale du quartier. C'était chaud, c'était silencieux, et cela sentait le vieux papier une odeur qui m'a toujours rassurée. J'ai erré entre les rayons caressant les dos des livres. C'est là, sur un panneau d'affichage en liège près de l'entrée, coincé entre une annonce pour des cours de guitare et une vente de chatons que je l'ai vue. Une petite affichette sur papier crème écrite avec une calligraphie élégante, presque démodée. Recherche personne de confiance, pour lecture à voix haute et compagnie intellectuelle. Connaissance requise de l'art classique et de la littérature française. Loger, nourri, rémunération généreuse. Lieu château de lumière valdoise. Se présenter sans rendez-vous. Mon cœur a fait un bond bizarre dans ma poitrine. Château de lumière. Le nom semblait sorti d'un conte de fées ou d'un mauvais roman. Mais les mots art classique et littérature résonnaient en moi. C'était la langue que je parlais avant qu'Henri ne me fasse taire. C'était la langue de la jeune fille que j'avais été. J'ai regardé l'adresse. C'était loin. Le billet de train allait me coûter la moitié de ce qu'il me restait. Si c'était une impasse, je n'aurais plus de quoi revenir, ni de quoi payer une autre nuit d'hôtel. C'était un pari stupide, un pari dangereux. J'ai arraché l'annonce. J'ai serré mon manteau rouge autour de moi. Je n'avais plus rien à perdre puisque ma propre fille voulait m'enfermer. Le trajet en train a duré 1 heure. J'ai vu la grisaille de la banlieue laisser place à des champs, puis à des forêts denses. Le ciel était balourd de nuages ardoises. Quand je suis descendue à la petite gare de campagne, il n'y avait personne. J'ai dû marcher 2 kilomètres tirant ma valise sur le gravier le souffle court. Puis au détour d'un virage bordé de chênes centenaires, je l'ai vu. Le château n'avait rien de lumineux ce jour-là. C'était une bâtisse immense du 19e siècle, avec des toits d'ardoise pentus et des murs de pierre grise envahis par le lierre. Il dégageait une beauté mélancolique, une grandeur blessée. Les volets étaient presque tous clos. Le parc, visible à travers les grilles, semblait sauvage, les herbes hautes, mangeant les allées de gravier. Je me suis arrêtée devant l'imposant portail en fer forgé rouillé par endroits. Il y avait un interphone en laiton terni par le temps. J'ai posé ma main sur le métal froid. J'ai pensé à faire demi-tour. Qu'est-ce que je faisais là? J'étais une vieille dame en fuite, pas une aventurière. J'ai appuyé sur le bouton. Un long silence a suivi, juste le vent dans les branches et le croassement d'un corbeau. Puis, une voix grésillante sèche comme du bois mort a répondu. « C'est pourquoi je viens pour l'annonce », dis-je, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Pour la place de lectrice. Le portail a émis un déclic sonore et s'est entrouvert lentement dans un grincement sinistre. J'ai avancé. Un homme m'attendait sur le perron. Il était grand, maigre, vêtu d'un costume noir impeccable mais daté. Il avait le visage fermé, des yeux grisaciers qui ne souriaient pas. C'était le majordome sans aucun doute. Pierre comme je l'apprendrai bientôt. Il m'a regardé monter les marches, son regard scrutant mes chaussures crottées, ma valise bon marché, mes rides. Il n'a pas tendu la main pour m'aider. « Vous êtes bien vieille pour ce poste ?» lâcha-t-il sèchement, quand je fus à sa hauteur. J'ai relevé le menton. L'humiliation de la boulangère me brûlait encore, et je refusais de subir ça une seconde fois. « Et vous êtes bien impoli pour un majordome » répliquai-je du tac au tac. L'annonce demandait de la culture, pas de la jeunesse.
J'ai les deux si l'on considère que ma culture est jeune car elle n'a pas servi depuis longtemps. Pierre a haussé un sourcil surpris par ma répartie. Il a semblé me reconsidérer non plus comme une mendiante, mais comme une curiosité. Il a jeté un coup d'œil inquiet vers une caméra de surveillance discrète, dont l'objectif noir nous fixait au-dessus de la porte d'entrée, en chêne massif. Il s'est penché légèrement vers moi, baissant la voix, comme pour me confier un secret vital. « Très bien, madame, entrez. Mais je vous préviens, faites attention à ce que vous dites. Le maître écoute tout, et il n'a pas la patience des hommes ordinaires. » Il a ouvert la lourde porte, révélant un hall plongé dans la pénombre. L'air qui en sortait était froid, chargé d'odeurs de cire et de fleurs fanées. J'ai pris une grande inspiration, serré la poignée de ma valise, et j'ai franchi le seuil. Derrière moi, la porte s'est refermée, avec un bruit sourd, comme le couvercle d'une boîte qui emprisonne son secret. Le majordome Pierre m'a guidé à travers un dédale de couloirs silencieux. Le château était immense, glacial, et semblait figé dans une autre époque. Les parquets de chêne craquaient, sous nos pas, seul bruit perturbant la quiétude de poussière qui régnait ici. Il n'y avait pas de photos de famille sur les murs, pas de bibelots personnels, seulement des tapisseries anciennes, représentant des scènes de chasse cruelles, où des cerfs se faisaient dévorer par des chiens. Pierre s'est arrêté devant une double porte matelassée de cuir sombre. Il a posé sa main sur la poignée, hésitant une seconde, comme s'il s'apprêtait à entrer dans la cage d'un fauve. « Monsieur Étienne est souffrant », chuchota-t-il sans me regarder. « Il a ses humeurs. Ne le fixez pas. Ne posez pas de questions sur sa santé. Et surtout, ne le contredisez pas si vous voulez que je vous raccompagne à la gare, avec un chèque de dédommagement, plutôt qu'avec un coup de pied au derrière. » Il a ouvert la porte. « Monsieur la candidate est ici. » Je suis entrée. La pièce était une vaste bibliothèque aux murs tapissés de livres du sol au plafond, mais je ne pouvais les deviner que par les reflets dorés de leurs reliures. Les lourds rideaux de velours bordeaux étaient tirés plongeant la pièce dans une obscurité presque totale, à peine rompue par la lueur d'une petite lampe de banquier à abat-jour vert, posée sur un bureau monumental. L'air était saturé d'une odeur âcre, un mélange de vieux papiers de cire fondu et de médicaments forts. Au centre de la pièce, un fauteuil roulant tournait le dos à l'entrée. Je ne voyais de l'homme qu'une masse sombre des épaules voûtées et une chevelure blanche et désordonnée qui dépassait du dossier. « Laissez-nous, Pierre », ordonna une voix. C'était une voix basse, rocailleuse, comme si elle n'avait pas servi depuis des jours, ou comme si elle avait été brisée par trop de cris silencieux. « Bien, monsieur », répondit le majordome en reculant et en refermant la porte derrière moi. Je suis restée seule avec l'inconnu. J'ai serré mon sac à main contre moi, sentant mon cœur battre jusque dans ma gorge. Le silence s'est étiré oppressant. « Approchez, dit-il sans se retourner. » J'ai fait quelques pas sur le tapis épais, qui étouffait le bruit de mes talons. « Pas si près, » aboya-t-il soudain. « Restez dans la lumière de la lampe. Je veux voir ce que la misère m'a amené aujourd'hui. » Je me suis figée dans le cercle de lumière jaune. Je me sentais comme une actrice ratée passant une audition pour un rôle qu'elle ne voulait pas. « Vous avez lu l'annonce ?» demanda-t-il toujours face au mur. « Oui, monsieur. » Elle demandait une culture artistique. C'est rare de nos jours. Les gens confondent culture et divertissement. Ils pensent que savoir qui a gagné le dernier concours de chant à la télévision est de la culture. Il a eu un petit rire sec qui s'est transformé en quinte de toux. Quand il a repris son souffle, il a levé un bras maigre et tremblant pour pointer un tableau accroché sur le mur devant lui, dans la pénombre. «
Dites-moi ce que vous voyez là-bas, sur le mur. » J'ai plissé les yeux. C'était difficile à distinguer dans cette obscurité. Je me suis avancée légèrement, malgré l'interdiction implicite. C'était une peinture à l'huile. Une scène galante du XVIIIe siècle, un style qui rappelait Fragonard. Une jeune femme sur une balançoire, un jeu de lumière dans les feuillages. J'aurais pu faire ce que j'avais fait toute ma vie de femme mariée, mentir poliment. J'aurais pu dire « C'est magnifique, monsieur, quelle touche délicate, quel chef-d'œuvre !» C'est ce qu'Henri aurait attendu de moi. C'est ce que la Claire d'avant aurait dit pour ne pas faire de vagues et obtenir la place. Mais j'étais fatiguée. J'étais seule, ruinée et en colère. Je n'avais plus la force de jouer la comédie. J'ai regardé le tableau plus attentivement. La lumière sur la robe de la femme était fausse. Elle venait de gauche alors que les ombres au sol partaient vers la droite. Les touches de pinceau dans les arbres étaient lourdes, pâteuses, sans la vivacité aérienne des maîtres de cette époque. « Alors, » insista-t-il impatient, « c'est un original que j'ai acquis à Drouot l'année dernière. Qu'en pensez-vous ? » J'ai pris une grande inspiration. « Je pense que vous vous êtes fait avoir, monsieur. » lâchai-je d'une voix claire. Le silence qui a suivi a été total. Même l'horloge sur la cheminée a semblé retenir son souffle. « Pardon, » siffla-t-il. « C'est une copie, ai-je continué, portée par une audace que je ne me connaissais pas. Et une copie médiocre, si je puis me permettre. Regardez l'ombre sous l'arbre. Elle est noire. Un peintre de l'école de Fragonard n'aurait jamais utilisé de noir pur pour une ombre dans un jardin. Il aurait utilisé un mélange de vert foncé et de violet pour garder la vibration de la lumière. Et la lumière sur la robe est incohérente avec la source lumineuse du ciel. C'est un travail d'atelier, probablement du 19e, fait par un étudiant qui n'avait jamais vu le soleil frapper une robe de soie. J'ai attendu l'explosion. J'ai attendu qu'il appelle Pierre pour me jeter dehors. J'ai serré les poings, prête à partir. Un bruit mécanique a rompu le silence. Le ronronnement d'un moteur électrique. Le fauteuil roulant a commencé à pivoter lentement. L'homme s'est tourné vers moi. Il est resté dans la pénombre, refusant d'entrer dans le cercle de lumière où je me tenais. Je ne distinguais pas ses traits, seulement la blancheur de sa barbe et l'éclat fiévreux de ses yeux, enfoncés dans leurs orbites. Pierre a laissé entrer 5 candidates avant vous cette semaine, dit-il doucement. 3 m'ont dit que le tableau était divin. 2 m'ont dit qu'elles n'y connaissaient rien, mais qu'elles aimaient les couleurs. Je les ai toutes renvoyées. Il a avancé son fauteuil de quelques centimètres, ses mains, agrippées aux accoudoirs comme des cerfs. Vous avez raison, madame. C'est une croûte. Je l'ai accrochée là uniquement pour voir qui aurait le cran de me dire la vérité. Il m'a observé longuement. Je sentais son regard peser sur moi, évaluant non pas mon apparence, mais mon âme. Vous avez étudié l'art. Il y a une vie, ai-je répondu, une pointe de nostalgie serrant ma gorge. Aux Beaux-Arts. J'ai tout arrêté pour la vie. La vie a la fâcheuse habitude de tuer l'art, grommela-t-il. Vous êtes engagé. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai cligné des yeux abasourdis. Vraiment, ne me faites pas répéter, je déteste ça. Mais il y a des règles, madame. Claire. Je m'appelle Claire. Madame Claire. Règle numéro 1, vous ne touchez jamais au rideau. Je vis dans l'ombre, mes yeux ne supportent plus la lumière vive. Règle numéro 2. Vous ne me posez aucune question sur mon passé, ni sur pourquoi je suis dans cette chaise. Règle numéro 3. Vous lisez ce que je veux quand je veux. Est-ce clair? C'est clair, monsieur. Il a désigné une pile de livres sur un guéridon à côté de lui. Prenez le premier. Victor Hugo. Les Contemplations. Lisez-moi à Villequier. Et essayez de ne pas pleurer, je déteste les pleurnicheuses.
J'ai pris le livre. La reliure était douce, le papier épais. J'ai ouvert à la page marquée par un signet en soie rouge. Ma voix a tremblé sur les premiers mots, puis, emportée par la beauté du texte, elle s'est affermie. J'ai lu pendant 20 minutes. La poésie remplissait la pièce, chassant un peu de l'odeur de maladie. Quand j'ai terminé le poème, j'ai levé les yeux. Monsieur Étienne avait la tête penchée sur sa poitrine. Je croyais qu'il s'était endormi. Mais soudain, il a murmuré quelque chose. C'était à peine audible, une plainte sourde. La couleur et la gloire de la lumière. Je me suis figée. Mon livre a failli m'échapper des mains. Comment ai-je demandé, le souffle coupé? Il a relevé la tête brusquement comme s'il avait été surpris, en flagrant délit de faiblesse. Rien. C'est une phrase que je disais autrefois. Vous avez une bonne voix, Madame Claire. Une voix qui a du vécu. C'est rare. Allez vous installer. Pierre vous montrera votre chambre. Je suis sortie de la bibliothèque, l'esprit en ébullition. Cette phrase. La couleur et la gloire de la lumière. Ce n'était pas une citation célèbre. C'était une phrase qu'un jeune étudiant, un certain Étienne, me répétait sans cesse quand nous peignions sur les quais de la Seine il y a 40 ans. Il disait que c'était sa philosophie, son secret, pour capturer le soleil. Mais cet homme dans le fauteuil, ce vieillard aigri et riche, ne pouvait pas être mon Étienne. Mon Étienne était pauvre. Il avait des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau, et un rire qui faisait se retourner les passants. Cet homme était un tyran de l'ombre. C'était impossible. Une simple coïncidence. Pierre m'attendait dans le couloir droit comme un piquet. « Il vous garde ?» demanda-t-il, l'air sincèrement surpris. « Il me garde. » Il a hoché la tête méfiant. « Très bien. Votre chambre est au 2e étage, aile ouest. » Il m'a fait signe de le suivre. Nous avons traversé le grand hall, puis nous sommes arrivés à un carrefour de couloirs. Il a pointé un doigt sévère vers le couloir de droite, qui s'enfonçait dans l'obscurité, barré par une lourde porte en chêne, fermée à double tour. « Ça, c'est l'aile est, » dit-il d'une voix grave, presque menaçante. « C'est fermé. Personne n'y va. Jamais. Même pas pour le ménage. Si je vous surprends près de cette porte, madame, vous ferez votre valise dans la minute. Est-ce compris ?» J'ai regardé la porte interdite. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce château ne cachait pas seulement un vieil homme malade, il cachait autre chose. « C'est compris, Pierre, » ai-je répondu. Mais en montant l'escalier vers ma nouvelle chambre, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette phrase murmurée dans le noir et à cette porte close. J'étais venue ici pour fuir mes problèmes, mais je commençais à comprendre que je venais peut-être d'entrer dans un mystère bien plus grand que ma propre vie. Les jours qui ont suivi mon arrivée au château de Lumière se sont écoulés avec une lenteur apaisante, presque hypnotique. J'ai peu à peu apprivoisé les ombres de cette immense demeure. J'ai commencé par des petits gestes presque invisibles, pour ne pas froisser le maître des lieux. Un matin, j'ai entrouvert les lourds rideaux du salon de musique pour laisser entrer un mince ray de soleil sur le piano à queue, couvert de poussière. Le lendemain, j'ai cueilli quelques roses sauvages dans le jardin en friche pour les poser dans un vase en cristal sur la table de l'entrée. Pierre le majordome a froncé les sourcils en voyant les fleurs, mais il n'a rien dit. Il a simplement déplacé le vase de 2 centimètres vers la gauche pour qu'il soit parfaitement centré. C'était sa manière à lui de valider ma présence. Chaque après-midi, je rejoignais Monsieur Étienne dans la bibliothèque obscure. Je lui lisais du Balzac, du Zola, parfois des essais sur l'histoire de l'art. Il écoutait sans mot dire, les yeux fermés, sa respiration sifflante rythmant ma lecture. Parfois, il m'interrompait sèchement pour critiquer un passage
ou pour corriger mon intonation. C'était un homme difficile, aigri par la douleur, mais je sentais que derrière cette carapace de pierre, il y avait une soif immense de beauté, une soif que sa vie de riche reclus ne parvenait pas à étancher. Le jeudi de ma 2e semaine, il faisait un temps magnifique, un de ces après-midi de fin d'été, où la lumière est dorée et douce comme du miel. C'était mon heure de pause. J'ai pris mon carnet à croquis et mes fusains, et je suis sortie dans le parc. J'ai trouvé un banc de pierre, près d'une vieille fontaine asséchée, envahie par le lierre et la mousse. La statue centrale, un angelot à l'aile brisée, me semblait d'une tristesse poignante. Je me suis assise et j'ai commencé à dessiner. Le frottement du fusain sur le papier grainé était le seul bruit autour de moi avec le chant des oiseaux. Je me sentais bien. Pour la première fois depuis l'enterrement d'Henri, je ne pensais ni aux dettes, ni à l'appartement, ni à la trahison. J'étais juste une main, un œil et une feuille blanche. J'ai tracé les contours de l'aile brisée, cherchant à capturer la texture de la pierre rongée par le temps. Vous tenez votre fusain comme un couteau, pas comme un crayon. J'ai sursauté, manquant de faire tomber mon carnet. Je me suis retournée vivement. Monsieur Étienne était là à quelques mètres dans son fauteuil roulant électrique. Je ne l'avais pas entendu arriver sur l'herbe tendre. Il portait un chapeau à large bord qui cachait la moitié de son visage et des lunettes de soleil noir. Il observait mon dessin avec une intensité qui me mit mal à l'aise. « Monsieur !» balbutiai-je en refermant mon carnet. « Je ne voulais pas vous déranger, je pensais que vous vous reposiez. Je ne dors jamais l'après-midi. » grogna-t-il en avançant son fauteuil jusqu'à mon banc. « Montrez-moi ça. » J'ai hésité, puis j'ai rouvert le carnet. Il a penché la tête, scrutant les traits noirs. « La perspective de la base est juste. Mais vous appuyez trop fort sur les ombres. Vous cherchez à dramatiser. »« La réalité est parfois dramatique, monsieur, » répondis-je doucement en reprenant un peu d'assurance. « Et cette fontaine est triste. Elle a soif. » Il a relevé la tête vers moi. Derrière ses lunettes noires, je ne pouvais pas voir ses yeux, mais j'ai senti une onde de choc comme s'il venait de reconnaître quelque chose. Pas mon visage, non 40 ans, et les soucis m'avaient trop changé. Mais peut-être mon style, ce trait nerveux, cette façon d'accentuer les contrastes, c'était ma signature d'étudiante, celle que le jeune Étienne aimait tant critiquer et admirer à la fois. « Vous aviez du talent, dit-il d'une voix plus basse, presque rauque. Pourquoi avoir arrêté, vraiment arrêté? On ne pose pas ses pinceaux pendant 40 ans sans une raison tragique. » J'ai regardé l'angelot de pierre. La question a ouvert une vanne que je tenais fermée depuis trop longtemps. Je me suis mariée, monsieur. J'ai épousé un homme bien un notaire. Un homme sérieux. Il disait que l'art était une bohème, qui ne payait pas les factures. Il voulait une femme qui tienne sa maison, qui élève sa fille, qui organise ses dîners. J'ai échangé mes couleurs contre une vie de gris et de beige. Je pensais que c'était ça devenir adulte. « C'est ça devenir morte !» lâcha-t-il brutalement. Il a tourné son fauteuil pour faire face à la fontaine. Monet disait qu'il peignait comme l'oiseau chante. Vous avez cessé de chanter pour plaire à un homme qui était sourd. Monet avait la chance d'être un homme, répliquai-je avec une vivacité qui me surprit moi-même. Berthe Morisot, elle devait cacher ses pinceaux quand les invités arrivaient. C'est facile de juger quand on a la liberté. Il a eu un petit rire sec mais sans méchanceté. Touché. Vous préférez Morisot où Renoir est trop sucré. Trop de roses, trop de joues rebondies. Morisot a une touche plus franche, plus moderne. Elle n'a pas peur du non fini. Nous avons parlé pendant 1 heure.
Nous avons débattu de la lumière chez Turner, de la folie de Van Gogh, de la rigueur de Cézanne. Pour la première fois, il n'était plus le maître riche et infirme, et je n'étais plus la domestique ruinée. Nous étions deux esprits qui parlaient la même langue, une langue oubliée faite de pigments et d'émotions. J'ai vu ses mains posées sur ses genoux s'agiter légèrement quand il parlait de la lumière du midi. C'étaient des mains fines, tachées par l'âge, mais qui avaient gardé la mémoire du geste. Soudain, mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier. La réalité m'a rattrapée comme une gifle. J'ai sorti l'appareil m'excusant d'un geste. C'était un message de ma fille Isabelle. Le texte était court, brutal. « J'ai trouvé où tu te caches. Le Val d'Oise, c'est ça. Tu crois que je ne peux pas tracer ton téléphone? Prépare tes valises, maman. J'arrive bientôt. Tu ne vas pas ruiner ma vie plus longtemps. » Mon sang s'est glacé. J'ai failli lâcher le téléphone. Elle savait. Mon refuge était découvert. Le château, ce havre de paix précaire, allait être envahi par la fureur de ma fille et la honte de ma situation. Monsieur Étienne a dû sentir mon changement d'humeur. Il a tourné la tête vers moi. « Mauvaise nouvelle », demanda-t-il. J'ai rangé le téléphone précipitamment. « Rien d'important, monsieur. Juste des soucis de famille. » Il est resté silencieux un moment, regardant le lointain. Le soleil commençait à baisser, allongeant les ombres des arbres sur la pelouse. L'air se rafraîchissait. « Dites-moi, Madame Claire, » dit-il soudain d'une voix étrangement vulnérable, « si vous pouviez revenir en arrière, si vous pouviez effacer ces 40 années de gris et de beige, choisiriez-vous à nouveau ce notaire sérieux ?» La question flottait dans l'air lourde de sens. J'ai pensé à Henri, à ses trahisons, à ce bracelet d'enfant trouvé dans sa poche, à la froideur de notre vie commune. Puis j'ai pensé à ce garçon aux yeux noirs, cet Étienne de ma jeunesse, qui m'avait promis de peindre le monde avec moi, et que j'avais quitté par peur de la pauvreté poussée par mes parents. J'ai regardé l'homme en fauteuil. Je ne savais pas s'il était lui, mais je savais ce que mon cœur criait. Non, ai-je répondu, ma voix tremblant sous le poids des regrets. Non, je ne le choisirais pas. Si je pouvais tout recommencer, je choisirais le garçon pauvre, celui qui n'avait rien mais qui voyait des couleurs partout, celui qui m'a embrassée sous la pluie sur le pont des Arts et qui m'a juré que nous serions célèbres. Je choisirais l'amour, monsieur, et tant pis pour le confort. Il y a eu un long silence. Le vent a fait bruisser les feuilles des chênes. Monsieur Étienne n'a pas bougé. Il n'a pas répondu. Mais j'ai vu sous le bord de ses lunettes noires une goutte brillante glisser lentement sur sa joue ridée pour aller se perdre dans sa barbe blanche. Il a fait pivoter son fauteuil brusquement, me tournant le dos. « Il commence à faire froid, dit-il d'une voix étouffée. Rentrons. » Pierre va s'inquiéter. Il a démarré son moteur et s'est éloigné vers le château sans m'attendre, roulant vite, comme pour fuir ce moment de vérité. Je suis restée seule quelques secondes près de la fontaine, le cœur battant à tout rompre. J'avais vu cette larme, et j'avais compris. Ce n'était pas une coïncidence. Le monstre du château, le tyran solitaire, c'était lui. C'était mon Étienne. Et il pleurait sur le temps perdu, tout comme moi. Mais je n'avais pas le temps de savourer cette retrouvaille muette. Dans ma poche, le téléphone pesait 1 tonne. Isabelle arrivait. Et elle n'allait pas venir pour parler d'art. Elle venait pour la guerre. Je ne savais pas que pendant que je dessinais dans le jardin, Monsieur Étienne avait passé des coups de fil. Je ne savais pas que le vieil homme infirme avait encore des bras longs et puissants capables de soulever les pierres sous lesquelles se cachaient les secrets de ma famille. Il avait engagé un détective privé, un ancien commissaire qui travaillait vite et bien. Étienne voulait comprendre. Il voulait savoir pourquoi la femme qu'il avait aimée, 40 ans plus tôt, se retrouvait à la rue, traquée par sa propre fille.
2 jours plus tard, l'atmosphère au château a changé. Pierre, le majordome habituellement si rigide, semblait fébrile. Il allait et venait entre le portail et le bureau transportant des documents. De mon côté, je sentais l'étau se resserrer. Isabelle ne m'avait plus écrit ce qui était pire que ses menaces. Le silence d'Isabelle annonçait toujours la tempête. Je savais qu'elle roulait vers le Val d'Oise, qu'elle approchait comme un prédateur sentant l'odeur du sang. Ce soir-là, Pierre est venu frapper à ma porte, alors que le soleil se couchait à peine. « Madame Claire, dit-il en restant sur le seuil, « Monsieur Étienne vous attend pour le dîner. Le dîner, mais je dîne habituellement à la cuisine Pierre. Pas ce soir. Monsieur souhaite que vous le rejoigniez dans la salle à manger d'apparat. Et il vous prie de bien vouloir porter ceci. » Il m'a tendu une housse de vêtements sombres. J'ai pris le cintre surprise. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une tenue plus appropriée que votre tablier, » répondit-il avec un demi-sourire énigmatique. « Soyez prête dans 1 heure. » Une fois seule, j'ai ouvert la housse. C'était une robe. Pas une robe neuve, mais une robe vintage en soie bleu nuit, d'une coupe intemporelle et élégante. J'ai reconnu l'étiquette d'un grand couturier des années 80. Elle sentait la lavande et le papier de soie. Je l'ai enfilée. Elle m'allait parfaitement, épousant mes formes, avec une douceur que j'avais oubliée. Je me suis regardée dans le miroir piqué. J'ai relevé mes cheveux gris. En un chignon flou, j'ai mis un peu de rouge à lèvres que j'avais sauvé de ma trousse de toilette. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je ne voyais pas une veuve. Je voyais une femme. Quand je suis entrée dans la salle à manger, j'ai eu le souffle coupé. La grande table en acajou était dressée pour 2 avec l'argenterie des grands jours et des candélabres allumés qui jetaient une lumière chaude et vacillante sur les murs. Au bout de la table, M. Étienne m'attendait. Il avait fait un effort considérable. Il portait une veste de velours noir, une chemise blanche immaculée, et il s'était fait raser de près. Il a pivoté son fauteuil vers moi. Ses yeux débarrassés des lunettes noires brillaient d'une émotion intense. « Vous êtes magnifique, Claire, » murmura-t-il, comme si le temps s'était arrêté. « Le temps ne s'arrête jamais, Étienne, » répondis-je doucement, osant enfin prononcer son prénom. « Il nous abîme, c'est tout. Il nous sculpte, » corrigea-t-il. « Asseyez-vous. » Le dîner fut étrange et merveilleux. Nous avons mangé un pot-au-feu raffiné, bu un vin rouge vieux de 20 ans, qui avait le goût de la terre et du soleil. Nous n'avons pas parlé de ma fuite, ni de sa maladie. Nous avons parlé de nos souvenirs communs de ces jours lointains, où nous n'avions rien d'autre que nos rêves. Au moment du dessert, Étienne a fait signe à Pierre qui se tenait dans l'ombre. Le majordome a apporté un chevalet, recouvert d'un drap de velours, et l'a posé près de la table. « Je voulais vous montrer quelque chose, » dit Étienne, sa voix devenant soudain grave. « J'ai gardé ceci pendant 40 ans. C'est la seule chose qui m'a empêché de sombrer quand l'accident m'a cloué dans ce fauteuil. » Il a tiré sur le drap. La toile est apparue. Mon cœur s'est arrêté. C'était moi. C'était une peinture à l'huile vibrante lumineuse. Une jeune femme assise près d'une fenêtre ouverte, le regard perdu vers l'horizon, une mèche de cheveux tombant sur son front. La lumière sur sa peau était divine, faite de touches d'or et d'ocre. C'était le tableau qu'il avait commencé l'été de notre rupture. Il l'avait fini de mémoire. Il l'avait fini avec amour. « La fille à la fenêtre, dit-il. C'est mon chef-d'œuvre, Claire. Parce que c'est vous. » Je me suis levé les larmes aux yeux et je me suis approché de la toile. J'ai tendu la main pour effleurer la signature en bas à droite. « Étienne Fin. »« C'est bien toi, ai-je soufflé. C'est vraiment toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Claire. Même quand tu as épousé ce notaire. Même quand je suis devenue riche et seule.
Je t'attendais. » J'ai posé ma main sur la sienne sur l'accoudoir du fauteuil. Sa peau était froide, mais sa poigne était ferme. Nous sommes restés ainsi un long moment, deux naufragés, qui se retrouvent enfin sur la même rive. Puis le visage d'Étienne s'est durci. Il a retiré sa main doucement et a pris une chemise cartonnée, épaisse, posée sur ses genoux. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. La chaleur des bougies a semblé disparaître, remplacée par un froid glacial. « Mais les retrouvailles ne suffisent pas, dit-il d'une voix sourde. Il faut aussi nettoyer le passé. » Il a posé le dossier sur la table devant moi. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je inquiète. « La vérité claire. La vérité sur Henri. Et la vérité sur ta fille. » J'ai hésité. Je ne voulais pas savoir. Je voulais rester dans la bulle dorée de ce dîner. Mais le regard d'Étienne était insistant. « Lys, tu dois savoir contre qui tu te bats. » J'ai ouvert le dossier. C'était un rapport d'enquête complet, daté du jour même. Mes yeux ont parcouru les lignes, et à chaque mot je sentais un coup de poignard dans mon ventre. Henri n'avait pas simplement fait de mauvais placements. Il n'avait pas simplement été malchanceux. Le rapport détaillait l'achat d'une villa à Deauville il y a 10 ans. Une villa au nom d'une femme, une certaine Sophie, âgée de 30 ans à l'époque. Henri avait hypothéqué notre appartement parisien, notre foyer pour payer cette villa cash. Il avait menti à la banque imitant ma signature sur les documents de prêt. Mais ce n'était pas le pire. J'ai tourné la page. Mes mains tremblaient tellement que le papier faisait un bruit de crécelle. Il y avait des relevés bancaires, des virements mensuels, de Henri à Isabelle, motif aide. « Regarde les dates, » dit Étienne doucement. J'ai regardé. Les virements avaient commencé il y a 5 ans, juste au moment où Isabelle avait acheté son agence immobilière. 5 000 € par mois. Elle savait, murmura Étienne. Ta fille savait que son père dilapidait votre patrimoine. Elle savait qu'il avait une double vie. Et au lieu de te prévenir, au lieu de protéger sa mère, elle a fait chanter son père. Elle a pris l'argent du silence. J'ai relu la ligne. Virement Isabelle 5 000 €. Pendant que je comptais les centimes pour acheter du pain pendant qu'Henri me reprochait mes dépenses de chauffage, il payait sa maîtresse et il payait sa fille pour qu'elle se taise. Isabelle ne me mettait pas dehors pour payer les dettes de son père. Elle me mettait dehors pour effacer les traces. Si je vendais l'appartement et disparaissais dans un hospice, personne n'irait fouiller dans les vieux comptes. Personne ne verrait qu'elle avait touché une part du butin. J'ai reposé le dossier. Je me sentais nauséeuse. L'image de ma fille pleurant faussement à l'enterrement me revint en mémoire. Tout était faux. Tout n'était que calcul. Ils m'ont prise pour une imbécile, dis-je d'une voix blanche. Toute ma vie. Ils t'ont prise pour une victime, corrigea Étienne. Mais ils ont oublié que la victime peut devenir le juge. Je me suis levée lentement. La robe de soie a frôlé le sol. Je ne pleurais plus. Les larmes de nostalgie avaient séché, brûlées par un feu nouveau, violent et purificateur. Je n'étais plus triste. J'étais furieuse. Une colère noire dense montait en moi, balayant la peur, balayant la honte. J'ai pris le dossier dans ma main. Je l'ai serré fort. « Elle arrive demain, n'est-ce pas ?» demandai-je. « Elle sera là dans la matinée », confirma Étienne. « Elle pense trouver une vieille dame apeurée, prête à signer n'importe quoi. » J'ai levé les yeux vers lui. J'ai regardé le tableau, la jeune fille pleine d'espoir que j'avais été. Puis j'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. « Elle va trouver sa mère », dis-je froidement. « Mais elle ne va pas aimer ça. » J'ai refermé le dossier avec un bruit sec qui a résonné comme un coup de feu dans la grande salle à manger silencieuse. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur le château, avec une clarté impitoyable
dissipant les dernières brumes de la nuit. Je ne m'étais pas couchée. J'avais passé les heures sombres assise dans le fauteuil de ma chambre, le dossier d'enquête posé sur mes genoux à relire inlassablement les preuves de ma stupidité passée. J'avais été aveugle par confort, sourde par habitude. Mais ce matin, mes sens étaient aiguisés comme jamais. Vers 9 heures, on a frappé à ma porte. C'était Pierre le majordome. Il tenait à la main un plateau avec un café fort et une autre housse de vêtements plus lourde que la veille. Monsieur Étienne pense que pour recevoir, il faut être armé, dit-il en posant le plateau. Armer l'habit fait le moine Madame Claire, surtout quand le moine part en guerre. Il est sorti. J'ai ouvert la housse. C'était un tailleur pantalon en crêpe de soie ivoire d'une coupe impeccable, accompagné d'un chemisier couleur champagne. C'était le genre de tenue que je n'avais jamais osé porter trop clair, trop salissant, trop voyant, pour l'épouse effacée d'un notaire de province. J'ai enfilé l'ensemble. Le tissu glissait sur ma peau comme une armure liquide. Je me suis regardée dans la psyché. Le blanc me donnait un air spectral, mais aussi une autorité nouvelle. J'ai brossé mes cheveux en arrière, dégageant mon front, et j'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait léguées, les seules qu'Henri n'avait pas pu vendre. Je suis descendue au grand salon. Monsieur Étienne m'y attendait. Il n'était pas seul. Un homme d'une 50aine d'années, au visage rond et aux lunettes d'écaille, rangeait des dossiers sur une table basse. « Claire, voici maître Lemoine », dit Étienne en faisant pivoter son fauteuil. « Mon avocat personnel. Il est là pour s'assurer que la loi soit pour une fois du bon côté. » L'avocat s'est incliné respectueusement, sans cette condescendance que j'avais l'habitude de voir chez les confrères d'Henri. « Madame, dit-il d'une voix posée, j'ai étudié la situation financière de votre défunt mari. C'est un champ de ruines. Je sais, maître, je suis ruiné. Non, madame. Votre mari était ruiné. Vous vous êtes à la croisée des chemins. » Il a étalé 3 documents sur la table de marbre. En France, nul n'est tenu d'accepter une succession déficitaire. Vous avez le droit de refuser l'héritage. Si vous renoncez, vous ne touchez rien, certes, mais vous ne payez rien. Les dettes d'Henri, ses impôts en retard, ses emprunts toxiques, tout cela disparaît pour vous. Mais si je renonce, qui paie, demandai-je sans en poindre la réponse. Maître Lemoine a eu un petit sourire en coin, ajustant ses lunettes. La dette suit le sang, madame. Si l'épouse renonce, les créanciers se tourneront vers l'héritier suivant. Votre fille. J'ai senti un frisson me parcourir. C'était donc ça, le piège. Isabelle voulait me faire vendre l'appartement pour éponger une partie des dettes et cacher le reste espérant que je meure, avant que le fisc ne creuse trop. Mais si je me retirais de l'équation, l'avalanche lui tombait dessus. Il y a autre chose, ajouta Étienne, sa voix grondant doucement. Montrez-lui, maître. L'avocate a sorti une petite clé USB et l'a connectée à sa tablette. Nous avons pu récupérer les sauvegardes du téléphone professionnel d'Henri. Il enregistrait certaines conversations. Écoutez ceci. C'est daté d'il y a 6 mois. Il a appuyé sur lecture. Le son était clair, terrifiant. La voix d'Henri, fatiguée, suppliante. « Je ne peux plus, Isa. Je suis à sec. La banque menace de saisir la villa de Sophie. » Puis la voix d'Isabelle, tranchante, impatiente. « Débrouille-toi, papa. Vends les bijoux de maman. Hypothèque l'appartement une 2e fois s'il le faut. Mais ne laisse pas cette histoire sortir. Si mes clients apprennent que mon père est un escroc, mon agence coule. Et si tu ne paies pas ma part ce mois-ci, je raconte tout à maman pour ta petite Sophie. » Le silence est retombé dans le salon. Je suis restée figée, les mains crispées sur le dossier du canapé. Elle ne se contentait pas de couvrir son père. Elle le pressait comme un citron. Elle l'avait poussé à me voler mes derniers souvenirs
pour sauver sa réputation à elle. « C'est monstrueux, murmurai-je. »« C'est une preuve, » corrigea maître Lemoine. « Abus de faiblesse, complicité d'organisation d'insolvabilité. Avec cet enregistrement et votre renonciation à la succession, vous ne faites pas que vous sauver madame. Vous l'enfermez dans la prison qu'elle a construite pour vous. » Étienne s'est approché de moi. Il a posé sa main sur mon bras. « Tu n'es plus la veuve éplorée, Claire. Tu es la Nuchu Nan, la maîtresse de ton destin. Signe ces papiers, refuse cet héritage maudit et laisse-la récupérer la monnaie de sa pièce. » J'ai pris le stylo. Le métal était froid. J'ai pensé à toutes les fois où Isabelle m'avait humiliée, traitée comme une charge, un poids mort. J'ai pensé à son message sur le répondeur. J'ai signé. 3 fois. Une signature ferme, ample, qui ne tremblait plus. « C'est fait, dis-je en reposant le stylo. » À cet instant précis, la lourde porte du salon s'est ouverte à la volée. Pierre est entré, l'air légèrement agité, ce qui chez lui équivalait à une crise de panique. « Monsieur, madame, elle est là !» Qui demanda Étienne bien qu'il connût la réponse. La fille. « Mademoiselle Isabelle, elle est à la grille principale. Elle klaxonne comme une forcenée. Elle menace d'appeler la gendarmerie si on ne la laisse pas entrer pour récupérer sa mère sénile. » Je cite. Étienne a serré les mâchoires. « Je vais appeler la sécurité. Elle ne mettra pas un pied ici. »« Non, dis-je brusquement. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis redressée, lissant le pli de mon pantalon blanc. « Laissez-la entrer, Pierre. »« Claire, tu es sûre ?» demanda Étienne inquiet. « Elle est dangereuse. Elle est acculée. » Justement, on ne gagne pas une guerre en se cachant derrière des murs. Je veux qu'elle vienne ici. Je veux qu'elle me voie. Je veux voir son visage quand elle comprendra. J'ai regardé Pierre droit dans les yeux. « Ouvrez la grille, faites-la entrer dans ce salon. Et servez le thé, Pierre. Dans le service en porcelaine de Sèvres. Nous allons recevoir. » Pierre a eu un sourire imperceptible, un éclair de respect dans ses yeux gris. « À vos ordres, madame. » Il est sorti. Étienne m'a regardé avec admiration. « Tu me rappelles la jeune fille sur les quais, dit-il. Celle qui n'avait peur de rien. J'ai peur, Étienne, avouai-je, en sentant mon cœur battre contre mes côtes. J'ai une peur bleue. C'est ma fille, après tout. Ce n'est plus ta fille Claire. C'est ton passé qui vient réclamer des comptes. Et tu as la facture en main. » Il a reculé son fauteuil dans l'ombre d'une grande bibliothèque, se rendant presque invisible. Je reste là. Je ne dirai rien tant que tu n'auras pas besoin de moi. C'est ta scène. Je me suis installée dans le grand fauteuil bergère, en velours rouge, face à la porte. J'ai croisé les jambes. J'ai posé mes mains l'une sur l'autre, parfaitement calme, en apparence. J'ai attendu. J'ai entendu le bruit des graviers crisser sous les pneus d'une voiture qui arrivait trop vite. J'ai entendu un portière claquer violemment, puis des pas précipités agressifs résonner dans le hall de marbre, des talons qui martelaient le sol comme pour le punir. La voix d'Isabelle a traversé les murs stridentes. « Où est-elle, maman? Sors de là tout de suite. » C'est ridicule. La poignée de la double porte a tourné brutalement. Les battants se sont ouverts avec fracas. Isabelle s'est arrêtée net sur le seuil échevelé, le visage rouge de colère, son sac de marque serré, contre elle comme une arme. Elle s'attendait sans doute à me trouver en tablier, un balai à la main, ou recroquevillée dans un coin. Elle m'a vue, assise comme une reine dans mon tailleur blanc dans ce salon de château entouré d'or et de velours. Son regard a vacillé. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai levé les yeux vers elle lentement, et j'ai souri. Un sourire froid, poli, terrifiant. « Bonjour Isabelle. Tu es en retard pour le thé. » Isabelle est restée clouée sur le seuil un instant, sa bouche formant un « O », muet de stupeur.
Elle regardait le décor, les tapisseries anciennes, le lustre en cristal, et enfin moi, sa mère, qu'elle pensait avoir brisé trônant dans ce fauteuil, comme si j'avais toujours vécu là. Mais le choc a vite laissé place à ce rictus méprisant, que je ne connaissais que trop bien celui qu'elle affichait, quand un serveur se trompait dans sa commande. Elle a avancé dans la pièce lentement avec une démarche de prédateur qui flaire un piège, mais qui se croit trop fort pour y tomber. Elle a jeté son sac de luxe sur une bergère Louis XV sans le moindre égard pour le tissu centenaire. « Alors c'est ça ton plan ?» ricana-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. « Tu joues à la grande dame. Je ne savais pas qu'ils embauchèrent pour des figurantes gériatriques, dans ce genre d'endroit. Ou alors, elle m'a toisé de haut en bas, s'attardant sur mon tailleur de soie blanche avec un dégoût fin. Ou alors tu as trouvé un vieux riche sénile pour t'entretenir. Je ne pensais pas que tu avais encore ça en magasin, maman. Passer de veuve digne à vieille cocotte bravo pour l'ascension sociale. » La violence de ces mots m'a frappée comme une gifle physique, mais je n'ai pas scié. J'ai pris la tasse de thé en porcelaine fine, posée devant moi. Ma main ne tremblait pas. J'ai porté la tasse à mes lèvres, bu une gorgée brûlante et reposé la soucoupe avec un tintement délicat. « Tu veux du thé, Isabelle ?» demandai-je d'un ton égal, comme si nous étions dans un salon de thé de la rue de Rivoli. C'est un mélange Earl Grey très rare. Elle a explosé. « Arrête tes conneries !» hurla-t-elle en frappant du poing sur la table basse, faisant sursauter les coupes en argent. « On n'est pas là pour boire du thé. On est là pour régler le bordel que tu as laissé derrière toi. » Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une liasse de papier froissé qu'elle a jeté sur la table par-dessus le sucrier. L'acheteur s'impatiente. J'ai réussi à négocier un délai jusqu'à ce soir, mais c'est la dernière limite. Tu signes cette procuration de vente là tout de suite. Elle a sorti un stylo en or et l'a pointé vers moi comme une dague. Et parce que je suis une fille généreuse, j'ai décidé de te laisser 5% du prix de vente. De quoi te payer tes cigarettes et tes magazines à l'hospice. C'est ça ou rien. Signe. J'ai regardé le document. Puis j'ai levé les yeux vers elle. J'ai vu la sueur perler à la racine de ses cheveux parfaitement brochés. J'ai vu la veine de son cou battre trop vite. Elle avait peur. Elle était terrifiée. Je me suis levée, lentement, majestueusement. Le tailleur blanc tombait parfaitement. Je la dépassais d'une tête, non pas par la taille, mais par la posture. « Non, dis-je simplement. » Elle a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. « Pardon, tu n'as pas le choix, pauvre folle. Tu es ruinée, tu n'as rien. Moi, je n'ai rien, c'est vrai. » confirmai-je en contournant la table pour me rapprocher d'elle. « Mais toi, Isabelle, toi, tu as beaucoup de choses à perdre. » J'ai pris le dossier épais que Maître Lemoine m'avait préparé. Il était posé sur le guéridon lourd menaçant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle méfiante, reculant d'un pas. « C'est ton héritage, ma fille. » J'ai ouvert le dossier et j'ai laissé glisser les feuilles. Elles se sont étalées sur le tapis perçant comme un jeu de cartes macabre. Les photos de la villa de Deauville, les photos de Sophie la maîtresse au bras d'Henri, et surtout les relevés bancaires surlignés en jaune fluo. Isabelle a baissé les yeux. Elle a vu son nom. Elle a vu les montants. 5 000 €, 10 000 €. Son visage s'est décomposé. Le masque d'arrogance s'est fissuré pour laisser apparaître une laideur nue, celle de la culpabilité. « Tu savais, Isabelle, dis-je d'une voix qui grondait comme un orage lointain. Tu savais qu'il avait une double vie. Tu savais qu'il volait notre argent pour l'entretenir. Et au lieu de me le dire, tu t'es servi. Tu as fait chanter ton propre père. »« C'est faux !» bafouilla-t-elle, reculant encore, heurtant le dossier d'un fauteuil. « C'était des cadeaux, papa voulait m'aider pour l'agence.
Des cadeaux financés par l'hypothèque de ma maison, coupai-je sèchement. Non, c'est du recel d'abus de biens sociaux. Et c'est de la complicité d'organisation d'insolvabilité. Elle a tenté de se reprendre de retrouver son agressivité habituelle. Et alors, tu vas faire quoi, me dénoncer? Tu n'oseras jamais. Tu as trop peur du scandale. Si je tombe, la honte rejaillit sur toi. Allez, maman, sois raisonnable. Signe ce papier, on vend l'appartement, on rembourse la banque et on oublie tout ça. J'ai souri tristement. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait encore que j'étais la Claire d'avant, celle qui couvrait les fautes des autres pour sauver les apparences. C'est trop tard pour signer, Isabelle. Ce matin à 9h, devant Maître Lemoine, ici présent. J'ai désigné l'ombre où l'avocat se tenait silencieux témoin. Isabelle a sursauté en le voyant. « Ma, j'ai signé un acte de renonciation à la succession. » Le silence est tombé absolu, lourd comme du plomb. Isabelle a ouvert la bouche, cherchant de l'air. « Tu as renoncé totalement. Je ne prends rien, ni les meubles, ni les bijoux, ni l'appartement. Et donc, ni les dettes. » Je me suis approchée d'elle jusqu'à sentir son parfum coûteux qui virait allègre avec sa peur. La dette suit le sang, Isabelle. Je suis hors jeu. L'unique héritière, c'est toi. La dette fiscale de 200 000 €. Elle est à toi. L'hypothèque de la banque. Elle est à ton nom maintenant. Les impayés de la villa de Sophie. C'est ton problème. Elle a fait le calcul mentalement. J'ai vu l'horreur monter dans ses yeux. Elle réalisait qu'elle était ruinée. Pire, avec les preuves que je venais de lui montrer, si elle ne payait pas la banque, porterait plainte. Et avec les virements frauduleux qu'elle avait reçus, c'était la prison ferme qui l'attendait. « Non, non, tu ne peux pas faire ça !» hurla-t-elle, perdant toute dignité. « Maman, tu ne peux pas me laisser ça. C'est des millions, je vais tout perdre. Mon agence, mon appartement, tout. » Elle s'est jetée à mes pieds, agrippant le bas de mon pantalon blanc, avec ses mains aux ongles manucurés. « Maman, je t'en supplie, révoque la renonciation. Je t'en supplie, je ferai ce que tu veux, je te donnerai la moitié. » Je l'ai regardée se tordre sur le tapis, cette femme qui 10 minutes plus tôt me traitait de prostituée. Je n'ai ressenti aucune joie, juste un immense froid intérieur. Le lien était rompu. « Lâche-moi, dis-je doucement. Tu salis mon pantalon. » C'est à ce moment que le bruit d'un moteur électrique s'est fait entendre. Monsieur Étienne a avancé son fauteuil hors de la pénombre de la bibliothèque. Il s'est arrêté à 2 mètres d'Isabelle, la dominant de toute sa hauteur assise. « Vous avez entendu, madame, dit-il d'une voix de stentor qui a fait vibrer les vitres. Lâchez-la. » Isabelle a relevé la tête, les yeux écarquillés, le mascara coulant sur ses joues. « Qui êtes-vous » pleurnicha-t-elle. « Je suis le propriétaire de cette maison. Et vous, mademoiselle, vous êtes en train d'importuner mon invité et de violer une propriété privée. » Il a appuyé sur un bouton de l'interphone fixé à son accoudoir. Pierre, la sécurité. Maintenant. 2 hommes en uniforme noir massif et silencieux sont entrés dans le salon presque instantanément. Ils ont saisi Isabelle par les bras, la relevant sans brutalité inutile, mais avec une fermeté implacable. « Non, lâchez-moi, maman. Aide-moi, maman. » Elle se débattait, ses talons rayant le parquet, hurlant, comme une enfant capricieuse, à qui on retire son jouet. Je lui ai tourné le dos. Je me suis dirigée vers la fenêtre qui donnait sur le parc, baignée de soleil. « Sors là, Étienne, murmurai-je. S'il te plaît. »« Emmenez-la, » ordonna Étienne. « Et si elle remet un pied dans le domaine, appelez la gendarmerie pour harcèlement. » Les cris d'Isabelle se sont éloignés dans le couloir. « Tu vas le payer, tu vas crever seule, maman. » Puis la lourde porte d'entrée a claqué. Le silence est revenu troublé seulement par le chant des oiseaux dehors. Je suis restée face à la vitre. Je voyais mon reflet droit impeccable dans ce blanc immaculé.
J'avais gagné. J'avais sauvé mon honneur, j'avais puni les coupables. Mais alors que la voiture d'Isabelle démarrait en trombe, dans l'allée, une larme unique brûlante a roulé sur ma joue. Ce n'était pas une larme de regret pour l'argent ou la maison. C'était le deuil final. Je venais d'enterrer ma fille bien plus sûrement que je n'avais enterré mon mari. Elle était vivante, mais pour moi, elle n'existait plus. Étienne s'est approché doucement et a posé sa main sur la mienne. Il n'a rien dit. Il savait qu'il n'y a pas de mots pour consoler une mère qui vient de s'amputer le cœur pour survivre. L'hiver est passé sur le Val d'Oise, un hiver rude qui a dépouillé les arbres du parc de leurs feuilles, mais qui a aussi nettoyé l'air. Au château, nous avons vécu ces mois froids comme une longue convalescence. Les jours de brume, nous restions près de la cheminée, et je lisais encore à voix haute, non plus par devoir, mais pour le simple plaisir de partager les mots. Les nouvelles du monde extérieur nous parvenaient par le journal local que Pierre le majordome déposait chaque matin sur le plateau du petit-déjeuner. C'est là, un mardi de novembre, que j'ai lu l'épilogue de mon ancienne vie. Un entrefilet dans la rubrique judiciaire annonçait la liquidation de l'agence immobilière d'Isabelle. L'article parlait de redressement fiscal de plaintes de clients pour abus de confiance et de la vente aux enchères de ses biens personnels pour apurer les dettes de la succession qu'elle avait dû accepter, faute d'autre choix. J'ai posé le journal sans le froisser. Étienne m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Tu veux l'appeler » a-t-il demandé doucement. « Tu peux encore l'aider, tu sais. Nous avons les moyens. » J'ai regardé les flammes danser dans l'âtre. J'ai pensé à la petite fille qu'elle avait tentée et à la femme dure qu'elle était devenue, parce qu'on lui avait toujours tout passé. Non, n'ai-je répondu en beurrant ma tartine. Si je l'aide maintenant, je lui vole la seule chance qu'elle a de devenir quelqu'un de bien. Elle doit apprendre que les actes ont des conséquences. C'est la leçon que je ne lui ai jamais donnée. C'est mon dernier cadeau de mère. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes. J'ai su par des bruits de couloir qu'elle vivait maintenant dans un petit studio de banlieue et qu'elle travaillait comme secrétaire dans une compagnie d'assurance. Une vie modeste, une vie réelle. Peut-être qu'un jour, quand elle aura expié ses fautes, elle viendra frapper à la grille avec humilité. Ce jour-là, la porte s'ouvrira. Mais pas avant. Le printemps est arrivé avec une explosion de couleurs qui a transformé le domaine. Les glycines ont envahi la façade et le parc que j'avais commencé à défricher avec l'aide d'un jardinier est redevenu le paradis qu'Étienne avait connu dans sa jeunesse. Mais le plus grand changement a eu lieu à l'intérieur du château, ou plutôt à l'intérieur de l'aile est, celle qui était autrefois interdite. Étienne m'avait donné la clé un matin de mars. C'est la pièce la plus lumineuse, m'avait-il dit. Elle t'attend. C'était une ancienne orangerie, transformée en atelier. Les verrières immenses laissaient entrer une lumière crue, parfaite, impitoyable. J'y ai installé mes chevalets, mes toiles vierges, mes odeurs de térébenthine et d'huile de lin. J'ai recommencé à peindre. Au début, ma main était raide, hésitante après 40 ans de sommeil. Mais le geste est revenu comme une langue maternelle qu'on croyait oublier. J'ai peint le jardin, j'ai peint Pierre. Avec son air sévère qui cachait un cœur d'or, j'ai peint la lumière qui traversait les vitres. Puis au mois de mai, nous avons organisé une petite fête. Il n'y avait pas de foule, pas de traiteurs chics, pas de faux amis. Juste nous. Dans la roseraie en fleurs, sous une arche de roses blanches odorantes, le maire du village est venu officialiser notre union. Je portais une robe simple couleur crème et un châle de soie peint à la main. Étienne, dans son fauteuil décoré de lierre, était le plus bel homme que j'ai jamais vu. Maître Lemoine et Pierre étaient nos témoins. Quand j'ai dit oui,
J'ai senti une paix immense m'envahir. Ce n'était pas un mariage de convenance, ni un mariage de passion adolescente. C'était un mariage de reconnaissance. Nous nous étions reconnus à travers les épreuves et le temps. Aujourd'hui, je termine ma toile la plus importante. Étienne pose pour moi installé près de la fenêtre de l'atelier. Je ne cache rien. Je peins les rides de son front, qui racontent ses douleurs. Je peins ses mains noueuses posées sur les roues du fauteuil. Je peins la blancheur de sa barbe. Mais je peins surtout la lumière qui brille, dans ses yeux, cette lueur d'intelligence et d'amour qui m'a sauvée. Je pose une dernière touche de blanc de titane sur le reflet de sa pupille. Je recule d'un pas. Je plisse les yeux. « C'est fini » demande-t-il sans bouger, connaissant le rituel. « C'est fini » dis-je. Je prends un pinceau fin, je le trempe dans le rouge carmin. En bas à droite de la toile, là où j'écrivais autrefois le nom d'une jeune fille timide, ou là où j'aurais pu écrire « Madame Henry ». Si j'étais restée dans ma prison dorée, je trace des lettres fermes et déliées. Je signe clair. Artiste peintre. Je pose le pinceau. Je m'essuie les mains sur mon tablier taché de couleurs. Je regarde mon mari, mon château, ma vie. On m'avait dit que tout était fini, à 65 ans. On m'avait dit que j'étais périmée bonne pour la casse. Ils avaient tort. Parfois, il faut accepter de laisser brûler une vieille toile, il faut laisser le feu détruire les faux semblants et les couches de vernis craquelées pour pouvoir enfin tendre une toile neuve et peindre son propre chef-d'œuvre. Je m'approche d'Étienne, je prends sa main et je l'embrasse. Dehors, le soleil est au zénith. Ma vie, la vraie, ne fait que commencer.